à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéobio TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce 8e numéro d'Ostéomag, nous nous trouvons aujourd'hui dans la banlieue de Lyon, à Écully, où nous allons découvrir les locaux d'Isostéo. Au sommaire de ce 8e numéro, l'interview de Jean Canetos, directeur de l'Isostéo Lyon, la rencontre de Nadège Canard qui va nous parler de l'ouverture d'une formation en ostéopathie animale à l'Isostéo Lyon et la tant attendue revue des médias par Alice et Nicolas. Partons maintenant rencontrer Jean Canetos. Jean Canetos, bonjour. Bonjour Romane. Vous êtes directeur de l'Isostéo Lyon, école centrale dans l'histoire de l'ostéopathie. Alors je vais me permettre un petit rappel historique, vous m'arrêtez si jamais je me trompe. Au début des années 60, l'ostéopathie pratiquée par des non-médecins a dû s'exiler en Angleterre, c'est devenu l'école de Maidstone, et en Suisse où les ostéopathes sont devenus des éthiopathes. En 1975, on a eu un rapprochement des deux courants qui ont décidé de travailler main dans la main et qui ont formé un groupe de travail ici même à Lyon. Et c'est l'un des membres de ce groupe, Jean Perrière, qui lui était issu de la branche éthiopate de Genève, qui a créé ensuite l'ancêtre de l'Isostéo en 1991. Donc, on peut noter quand même que Isostéo occupe une place importante dans l'histoire de l'ostéopathie et dans la fédération de l'ostéopathie. Est-ce que c'est un peu ces données-là qui ont motivé votre choix à prendre la direction de cette école ? C'est sûr que devenir directeur d'une école historique avec une véritable histoire et un poids du passé important a été une décision importante en 2009 lorsque je suis devenu directeur de l'école. Et l'autre motivation, c'est que je considère que l'ostéopathie amène une réponse thérapeutique et économique différente de la médecine. Et donc c'était important pour le bâtisseur que je suis d'être capable de m'investir dans un projet ou dans une profession qui n'était pas tout à fait définie et sur lesquelles on peut quelque part poser sa patte pour l'amélioration de celle-ci. Parce qu'à la base, vous étiez expert comptable. Oui. Qu'est-ce qui vous a orienté Non mais il faut bien, à la base, je suis plus un chef d'entreprise qui a reçu certes une formation d'expert comptable, mais l'expert comptable, c'est qu'une application technique de mon parcours scolaire initial. Moi, je suis un entrepreneur, un chef d'entreprise, et j'aime les challenges simples et compliqués à la fois. Mais vous savez qu'actuellement, les conditions d'agrément sont en cours de négociation au ministère de la Santé. Peut-être que ce sera publié à la date de diffusion de l'émission, mais n'avez-vous pas peur qu'on demande au directeur d'école d'être titulaire d'un titre d'ostéopathe ? On demande, dans les textes actuels, on demande à ce que le directeur de l'établissement soit titulaire d'un diplôme d'ostéopathe. C'est à peu près ce qui existe pour le doyen d'une faculté de médecine ou d'une pharmacie. On veut qu'il soit issu du monde professionnel. Mais une faculté de médecine ou une faculté de pharmacie appartient à un ensemble universitaire dans lequel le directeur de l'université n'est pas forcément médecin ou pharmacien. Donc là, dans le cas particulier de l'école, je trouve que c'est une vraie belle mesure. Il faut que l'établissement de formation initiale en ostéopathie soit dirigé par un ostéopathe, mais l'école au sens large, avec la formation initiale, la formation continue, la recherche, elle peut être dirigée par toute personne compétente sans forcément être ostéopathe. Donc vous resterez au sein de la direction de l'école Je resterai le directeur d'Isostéo Lyon et le numéro 2 de l'école actuelle, Karim Kebeli-Comier, sera le directeur de l'établissement de Lyon. D'accord. Et vous êtes déjà illustré avec votre contrat réussite installation Isostéo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu davantage ? Oui, le cri qu'on a poussé au mois de février, c'est-à-dire le contrat réussite installation Isostéo, en fait, il repose sur le constat suivant. C'est que l'étudiant qui rentre en première année n'a qu'une seule alternative professionnelle possible, c'est de devenir un professionnel libéral. Nous, on forme certes des gens à l'ostéopathie, mais on les forme aussi à l'exercice professionnel libéral. On sait détecter si un étudiant va être capable d'être ostéopathe ou pas. Par contre, on ne connaît pas les clés de la réussite pour réussir en libéral. Aussi, il nous semble tout à fait pertinent de rassurer les gens ou d'assurer à ceux qui n'ont pas les qualités pour être professionnel libéral de pouvoir rebondir. Et un professionnel libéral en ostéopathie, c'est quelqu'un qui réalise 1000 consultations minimum par an entre sa 2e et sa 3e année d'installation.
Et si la personne n'y arrive pas, ça ne sert à rien qu'elle s'entête. C'est un bon ostéopathe, c'est un ostéopathe qui ne réussit pas en libéral. Donc autant qu'elle passe faire autre chose et qu'elle rompe avec la profession d'ostéopathe libéral. Et concrètement, comment ça va se passer pour le contrôle des 1000 consultations par an? C'est très simple, c'est déclaratif. Si vous voulez, on a des gens en face de nous qui, à un moment ou à un autre, reçoivent post-diplôme un accompagnement et des formations pour réussir en libéral. On est dans l'échange d'informations. Il y a des règles très simples à respecter pour réussir en libéral, notamment avoir une plage d'ouverture de son cabinet qui soit conforme à ce qu'on attend d'un libéral, c'est-à-dire que la personne travaille autour de 30 heures par semaine, qu'elle soit présente, qu'elle ait des patients, qu'elle n'ait pas des patients. En plus de cette garantie, vos étudiants bénéficient d'un titre RNCP de niveau 1. Pouvez-vous nous en dire un peu davantage? On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler dans cette émission. Donc le ministère du Travail, par son organe accréditateur, qui est la Commission nationale de la certification professionnelle, a accédé à la demande de certains professionnels directeurs d'école pour que le diplôme d'ostéopathe délivré par ces écoles soit inscrit au RNCP de niveau 1. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, cela veut dire que lorsque le diplôme qui n'est pas délivré par université, qui n'est pas délivré par une école membre de la conférence des grandes écoles, est, entre guillemets, au grade de master. C'est-à-dire qu'il est de niveau 1 français, mais il est surtout de niveau 7 européen, sachant qu'en Europe, il y a un 8e niveau qui correspond au grade de doctorat, qui est réservé aux seules universités. En niveau, l'ostéopathie dans les pays membres de la zone européenne est une formation au grade de master, un peu comme l'a défini les accords de Bologne, L pour la licence, M pour master et D pour doctorat. Et donc, si un étudiant est titulaire du diplôme d'ostéopathe d'Isostéo Lyon de niveau 1, il peut travailler dans tous les pays européens dans lesquels l'ostéopathie est autorisée ou n'est pas interdite, sans avoir à repasser d'épreuves ostéopathiques. Il n'a simplement un test de langue pour satisfaire à la population locale. C'est-à-dire que si vous allez travailler aux Pays-Bas, un test de la langue néerlandaise vous sera demandé. Mais aucun test sur l'ostéopathie. Et à l'origine, ce titre avait été déposé et donc financé par une autre école. Comment cette école vous a-t-elle donné l'autorisation d'être co-certificateur? Est-ce qu'il existe encore des gestes philanthropiques dans un marché de l'ostéopathie un peu saturé au niveau de la formation? Non, mais aucune école n'a financé le titre. Il y a eu des écoles qui étaient en avance par rapport à d'autres. Elles ont, dans les années 2007-2008, eu un titre de niveau 2. Et c'est qu'en 2011 où un groupe d'écoles a eu le niveau 1. Et il n'y a pas besoin de financement pour obtenir il n'y a pas de financement. la certification RNCP? Non, il faut simplement... il y a une contrepartie qui est demandée par le certificateur, c'est la recherche en ostéopathie. Et donc, nous, en 2011, lorsqu'on a été RNCP niveau 1, on a d'ailleurs obtenu le renouvellement de l'agrément 3 ans après, parce que pour une première certification, cela se passe comme ça. Et là, maintenant, on l'a pour 5 ans. Donc, du coup, on a créé la commission recherche, l'unité recherche. On a respecté le cahier des charges et les engagements moraux qu'on avait pris à ce moment-là. Et il faut quand même rendre hommage à Philippe Sterlingo, le président du SFDO, parce que si le RNCP niveau 1 existe en France, c'est grâce à son rôle de lobbying et à son rôle technique qu'il a accompli auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle pour poser les critères pour cette évolution indispensable de la profession. Et alors c'est quelque chose qui est récent, vous nous avez dit 2011. Oui. Vos anciens diplômés peuvent-ils l'obtenir? Alors les anciens diplômés, ils l'ont tous parce qu'ils sont dans la cohorte à partir de 2007. Et ceux qui sont avant 2007 peuvent l'obtenir par le parcours de la validation des acquis de l'expérience. Donc un parcours VAE qui est ouvert à tout le monde. Et grosso modo, les anciens diplômés de l'école déposent 2 livrets, un livret de recevabilité et un livret de validation. Ils passent devant un jury pour passer un clinica, 4 jurys de professionnels, un patient
et une consultation en situation réelle. Un jury composé exclusivement d'ostéopathes professionnels. D'accord. Et ce dossier de VAE, ça a un coût pour les étudiants? Oui. Enfin, les anciens diplômés qui ne sont plus étudiants, justement. Oui, le coût pour le diplômé est de 1 500 € et il est entièrement pris en charge par le FIFPL. Donc, hormis le temps passé à la rédaction du dossier, le coût financier est pris en charge par la profession. Et votre école ouvre une formation à l'ostéopathie animale à partir du 27 octobre 2014. On va d'ailleurs rencontrer la responsable de cette formation, Nadège Canard. Mais avant, vous voulez peut-être nous en dire un petit peu plus? Oui, pas spécialement sur la formation en ostéopathie animale, parce que Nadège Canard est plus compétente que moi pour répondre à cette question, mais sur la place de cette formation en ostéopathie animale dans le cursus complémentaire que nous proposons aux diplômés en ostéopathie. Il me semble important que les diplômés en ostéopathie investissent 4 champs thérapeutiques spécifiques, le début de la vie avec une formation en pédiatrie périnatalité, la fin de la vie avec une formation en gériatrie gérontologie, l'ostéopathie animale et le sport. Et pour le sport, ça va arriver en 2014-2015 avec une formation en collaboration ou en partenariat avec le mouvement olympique et sportif français. Plein de beaux projets. Merci beaucoup. Merci à vous. Nadège Canard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe et vous pratiquez sur les humains et les animaux. Absolument. Et vous allez être la responsable de la formation qui va s'ouvrir en octobre à l'Isostéo Lyon. Absolument. Concernant l'ostéopathie animale. Alors, on n'a pas vu dans le reportage, mais en moyenne, un ostéopathe animalier fait environ 50 000 km. Il faut une bonne voiture pour être ostéo animalier. Ouais. Oui. Donc il existe une véritable demande concernant les animaux domestiques? Il existe une véritable demande. Les gens emmènent leur animal chez l'ostéo, comme ils vont chez l'ostéo pour eux, avec en plus, en milieu rural, une véritable tradition du rebouteux et donc un abord vers l'ostéopathie qui est absolument naturel. Et ces gens-là se rendent à votre cabinet pour leur chat, leur chien? Tout à fait. J'ai des espaces et des moments dédiés dans ma semaine où je reçois donc des chiens, des chats, des lapins nains, voilà, tous les petits animaux en fait. D'accord. Et donc là, vous allez ouvrir une formation à l'Isostéo Lyon concernant l'ostéopathie animale. Vous avez combien d'inscrits pour l'instant? Alors pour le moment, nous avons 9 inscrits, mais de toute façon, nous limiterons le nombre de participants à cette formation afin que la qualité d'enseignement et surtout de pratique soit performante. Et quelles sont les conditions pour être accepté dans cette formation? Alors, il faut être en cours d'études d'ostéopathie niveau 3e année ou alors être déjà ostéopathe diplômé. La particularité de cette formation, c'est qu'elle va être réservée aux ostéopathes. D'accord, il faudra déjà être ostéopathe humain ou étudiant. Ou en cours de formation, absolument. D'accord, mais alors on est dans une période quand même compliquée au niveau de la réglementation en ostéopathie humaine. On en est où en ostéopathie animale? Alors, aucune réglementation en cours au niveau de l'ostéopathie animale, mais sur le terrain, l'ordre des vétérinaires n'attaque absolument plus pour exercice illégal de la médecine vétérinaire. Comme c'était le cas pour les médecins. Comme ça a pu être le cas, et voilà, exactement dans le même cas entre les médecins et les ostéos il y a quelques années. Donc, est-ce qu'il y a des textes officiels quand même qui réglementent un petit peu la profession? Aucun. Non. Mais il y a quand même des bons termes avec la médecine vétérinaire. Alors, sur le terrain, il est évident que nous travaillons absolument en adéquation avec les vétérinaires. On a des champs de compétences qui sont complètement différents, mais qui sont extrêmement complémentaires. Donc sur le terrain, absolument aucun souci. Et beaucoup d'animaux me sont adressés par des vétérinaires. Et quelle va être la nature du diplôme délivré? Alors nous délivrerons une attestation de formation en fin de formation, après les 300 heures de formation. Donc qui n'a pas de valeur officielle Alors qui n'a pas de valeur officielle puisque la profession n'existe pas. Oui. Donc non. C'est compliqué, absolument. Effectivement. Et nous allons maintenant voir quelques vidéos de prise en charge pour le moins originales en ostéopathie animale avec la revue des médias d'Alice et Nicolas. Alice et Nicolas, bonjour. Bonjour Roman. Et bonjour Bonjour. Bonjour. Quelques pépites encore aujourd'hui? Tout à fait, oui. Alors exactement, on va commencer par une petite vidéo où on voit un lapin se faire manipuler et un chat. Donc animaux somme toute domestiques que vous devez peut-être voir assez régulièrement en cabinet. Voilà, donc on vous laisse visionner un petit extrait. Ah bah c'est souple, hein. Mais quand même. On en profite pour un petit peu vérifier tout ça là. C'est vrai que ça saute tellement, tous ces bestiaux, que ça se prend.
adjustment, the joint doesn't need to be fixed. It might be fixed. Right there, I got you. Oh, beautiful. But the joint doesn't necessarily need to be fixed. It could just, to be a subluxation, which is what we call it in chiropractic, the joint is not allowing the innate intelligence from the brain out to the rest of the body. Par rapport au reportage qu'on a vu tout à l'heure où on disait que les chats, ça pouvait parfois être dangereux, du moins ça griffe et ça mord, là ça a l'air assez serein. Alors il est évident qu'en travaillant avec du vivant, on a toujours le risque de la morsure, le risque de la griffure, mais dans la mesure où on est dans le respect de l'animal, où on n'est pas dans la contrainte et où on reste surtout infradouloureux, très peu de conséquences et très peu de notions de dangerosité dans la manipulation d'un animal quel qu'il soit. Alors on va passer sur du plus lourd a priori. Alors, plus lourd en gabarit, pas encore, mais déjà un peu plus original et moins banal. Donc là, ça sera la prise en charge en ostéopathie chez le hérisson. Et donc, je vous laisse regarder quelques images, mais évidemment, vous verrez qu'il ne faut pas oublier ses gants. It's to effectively reduce the effects of the injury so that they can get back out into the wild as soon as possible. Nadège Canard, une petite réaction quand même sur le hérisson? Peut-être sur le hérisson. Les gants très épais, tout ça me semble un petit peu folklorique. Oui, je ne suis pas sûre qu'ils sentent grand-chose quand même. Ah non, pas sûr du tout. Et maintenant, une nouvelle vidéo? On continue sur une vidéo avec un animal exactement du même gabarit, mais de l'autre côté de la planète, en Australie cette fois-ci, sur un opossum. Voilà, je vous laisse regarder un petit extrait. On reste dans le domaine de l'original. Une réflexion peut-être? Oui, illustration parfaite que quel que soit l'animal, dans la mesure où il possède des articulations, il est susceptible d'être traité en ostéopathie et d'y répondre absolument favorablement. Bon, pas sûr que vous ayez régulièrement des opossums dans votre cabinet. L'opossum est rare dans ma clientèle, je dois l'avouer. Et ensuite, je suis pas sûre que vous en ayez beaucoup non plus dans votre clientèle. Non, effectivement, donc là on conduit toujours en vidéo, mais cette fois-ci avec un animal quand même beaucoup plus impressionnant, donc il s'agit de l'éléphant. Et vous allez voir que de temps en temps, ils ont besoin d'être à plusieurs quand même. J'imagine. Je pense que même si tout animal est manipulable, il faut que le praticien ait quand même une certaine condition physique. Je vous laisse regarder. With experiences with Dar and Pepsi and Pookie and Tawan and all the others, what I've realised now is it's been more a journey for me being taught by them. And I've learnt so much in such a short space of time. Even though I've been around elephants for more than 20 years, I've learned more in my time here in Thailand than I have in all the rest of my career. On n'a pas parlé tout à l'heure des prérequis physiques pour la formation en ostéopathie animale. Là, on voit quand même qu'il faut peut-être être un peu costaud. Alors, même si on ne manipule pas d'éléphants tous les jours, il est évident que ce métier demande une résistance physique, une endurance physique, et que la contrainte la plus importante, surtout au niveau de la manipulation des vaches et des chevaux, c'est la taille. Et les gens de petite taille galèrent quand même beaucoup par rapport aux gens qui ont une stature un petit peu plus imposante. C'est pas une histoire véritablement de force physique, mais c'est une histoire de présence physique en fait. Donc Nico pourrait très bien être ostéopathe équin. Tout à fait. Ouais, peut-être dans une autre vie alors. Non, c'est bon. Et un petit clin d'œil? Alors justement, nous sommes à l'Isostéo de Lyon, donc on a essayé de trouver une image ou une vidéo avec un ostéopathe qui manipule un lion. On vous a trouvé qu'une image. Le lion a l'air d'être bien, par contre, on est sans nouvelles, ni de l'ostéopathe, ni du photographe. Voilà, on a retrouvé que l'appareil photo. Voilà. Et on termine. Et on finit, comme d'habitude, pour ne pas changer, avec une petite pépite trouvée sur le net. Donc l'ostéopathie animale, pour certains praticiens, c'est aussi ça. Je vous laisse regarder.
Donc pas de chant diphonique dans la formation à l'Isostéo Lyon. Nous resterons très mécaniques. Merci beaucoup. C'était Romane Jouffe en compagnie d'Alice, Nicolas et Nadège Canard depuis les locaux de l'Isostéo Lyon pour Ostéobio TV. À bientôt.